Bonjour, alors je suis Michèle Bergada, PhD du Canada, 3 nationalités, Canada, Suisse et France. Je suis présidente de 2 instituts. Le premier, c'est l'Observatoire des valeurs de la société et du management que j'ai créé en 1999. Le deuxième, c'est l'Institut de recherche et d'action sur la fraude et le plagiat académique. Ce sont mes 2, je dirais, terrains de jeu, terrains intellectuels, de jeu, de recherche, bien entendu, depuis maintenant la fin de mon doctorat. Mon livre, de quoi traite mon livre? Il traite essentiellement de la genèse et de l'histoire des sciences de l'intégrité depuis la fin de mon doctorat, je dirais, jusqu'à sa parution, et il va continuer dans le futur, bien sûr. Pourquoi j'ai souhaité traiter de ce thème? C'est en fait l'intégrité est le cœur même de la connaissance. Donc dès que l'on commence à faire de la recherche, on s'interroge théoriquement à son propos. Alors la raison pour laquelle la trame du livre est l'intégrité, c'est tout simplement la méthode. La première méthode que j'ai utilisée dans mes travaux, c'est une méthode purement structuraliste, et j'ai très vite vu que l'intégrité, ou plutôt l'absence de l'intégrité, était un fait social total, au sens de Boss, parce que justement il n'est pas un don, il est l'inverse du don, il n'est pas un contre-don, il est son opposé. Donc à partir de cet instant-là, ça devient intriguant. Et puis ce qui s'est produit en fait en 2000, tout simplement, c'est une rupture majeure, qui est que le temps que nous avions toujours connu linéaire devient tout d'un coup le temps de l'instantané du web. À partir de cet instant-là, tout va changer, et là on va arriver à une autre procédure, à d'autres méthodes de travail. La question, c'est pourquoi j'ai traité de l'intégrité dans mon livre. J'ai traité de l'intégrité parce que c'est le cœur de la connaissance, tout simplement. Et dès que l'on commence à chercher, dès le premier jour de doctorat, on est censé se poser la question sur qu'est-ce que la vraie connaissance. Et donc l'opposé, c'est évidemment le manque d'intégrité. Donc si on regarde, et j'ai toujours été structuraliste à la base, si on regarde ce qu'est le manquement à l'intégrité, c'est un fait social total qui impacte l'individu, les systèmes et la société. Évidemment par l'opposition, en creux par rapport aux dons et contre-dons de Moss. Après, ce qui s'est produit, c'est, donc j'ai traité des profils de délinquants, qu'est-ce qu'il y avait d'intemporel dans ces comportements, et ensuite ce qui s'est produit, c'est tout bêtement l'arrivée des années 2000 avec l'Internet. Et l'arrivée d'Internet a été une véritable rupture temporelle. Tout d'un coup, l'instantané a remplacé le temps linéaire que nous connaissions, ou même le temps atemporel, le présent permanent de la connaissance que nous avions l'habitude de travailler. La question, c'est de savoir quel est le lien finalement entre l'intégrité et le temps. L'intégrité, c'est le temps de l'intégrité, c'est peut-être d'abord l'épiphanie première, celle de la création, celle de l'instant où on se dit « j'ai trouvé ». Et à ce moment-là, évidemment, le kairos est tellement fort que l'on sait que tout le reste peut s'éliminer autour, il restera ce que l'on a trouvé. C'est aussi le temps linéaire, celui du XXe siècle, qui nous apprend à savoir écrire, faire une bibliographie, travailler, produire, puis envoyer un article à révision, le corriger, finalement le publier un jour. C'est aussi le temps de la rupture, être capable de comprendre instantanément les ruptures et les nouvelles idées pour les intégrer, pas simplement en fonction des écrits qui ont lieu il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais également ceux qui ne se sont pas encore produits, c'est-à-dire ce présent permanent qui va du passé au futur et du futur au présent. Et puis c'est aussi le temps l'atemporel, être capable de se dire qu'il y a des auteurs qui sont intemporels et qui le seront toujours. Quand je parlais de Moss, quand je parlais des auteurs structuralistes, quand je parlais aussi de l'apport de Bourdieu, quand je parlais de l'auteur, même d'auteurs peut-être moins connus, de Becker, qui même si c'est pas un auteur majeur pour certains, a quand même beaucoup influencé nos disciplines. À partir de cet instant-là, on sait qu'on est dans la temporalité, on sait qu'on peut s'appuyer sur ce socle de connaissances. Et quoi que fassent les personnes qui manquent d'intégrité, tous ceux qui s'attaquent ou qui protègent, parce qu'il y a énormément de protection et de corruption dans le système, de non-dit, d'omerta, je couvre les personnes, j'utilise le droit non pour défendre les victimes, mais pour défendre
défendre les fraudeurs, les plagieurs. À partir de cet instant-là, on sait qu'on peut s'appuyer sur toutes ces temporalités à condition de les comprendre, ces temporalités. Donc si je disais quelle est la discipline de demain, ben, ce serait certainement d'être capable de capter, de comprendre par empathie profonde, mais aussi intellectuellement, toutes ces temporalités qui sont nôtres aujourd'hui. On voit se multiplier les scandales de l'intégrité, donc tout ce que j'avais dit effectivement depuis les années 2000-2004, très exactement, la première newsletter que j'ai écrite, avec 17 000 abonnés, etc. Donc ça a été très vite. Il y a eu au niveau des chercheurs une écoute, elle n'a pas existé au niveau des systèmes, au niveau du gouvernement bien entendu. C'est pas une intuition, c'est réellement la méthode de recherche qui m'avait valu un prix de thèse, qui tout simplement à l'époque n'existait pas, la méthode inductive qui n'existait pas en management, pardon, qui existait en sociologie et en ethnologie. Cette méthode-là me permet d'aller voir dans différentes sphères interdisciplinaires, mais aussi de la société, qu'est-ce qui se passe et de détecter les signaux faibles. Une fois que l'on a détecté les signaux faibles, donc que l'on a vu, c'était évident, que l'Internet allait démultiplier les possibilités de fraude, de publication, d'auteurs invités, de traduction, de tout ce que l'on a pu voir. Et puis cette effervescence à publier, à oublier que l'on créait de la connaissance, mais qu'il fallait juste produire du papier, enfin même pas, produire des noms sur des articles. Obtenir des indices de citation, obtenir des classements de Shanghai. À partir de cet instant-là, bien entendu, la question se posait. On a vu, je voyais qu'est-ce qui allait poser problème, avec 5-10 ans d'avance évidemment, c'est qui est normal en tant que chercheur. La question c'était quelle va être la dynamique qui amènerait les hommes à changer. Et là, c'était plus difficile parce qu'il fallait aller chercher tout ce qu'il y avait d'ambiguïté dans le système, d'ambiguïté centrale. On ne savait plus pourquoi on cherchait. On cherchait pour produire et non pas pour trouver des nouvelles connaissances. On ne cherchait plus d'ailleurs. On se contentait de produire des thèses sur articles, des papiers, des papiers. Et puis, à partir de ça, c'était l'ambiguïté centrale. Quel est notre métier ? Et l'ambiguïté de focus, c'est comment doit-on réagir en cas de manquement à l'intégrité. Et réagir en cas de manquement à l'intégrité, en fait, c'est pas en mettant des normes, c'est pas en punissant, c'est pas en jouant au petit juge et en traitant les cas au cas par cas. C'était évidemment beaucoup plus intéressant d'essayer de voir chez tous les collègues, dans toutes les disciplines, comment avancer la connaissance, comment avancer les idées, et à partir de s'appuyer dessus, s'appuyer sur un débat démocratique pour essayer de voir ce que l'on pouvait faire. Et là, on peut proposer réellement des actions, des dispositifs, des compétences, et toujours évidemment avec, pas seul, je ne fais jamais ça seul, avec tous les collègues qui maintenant travaillent pour les sciences de l'intégrité ou avec les sciences de l'intégrité pour essayer de développer non seulement des connaissances, mais des dispositifs et tout cela ancré bien entendu dans une épistémologie qui fait sens maintenant, que nous partageons. Vous me demandez ce que je dirais si j'étais conviée au Conseil des ministres en septembre 2023. Si j'y étais conviée, je pense que je n'irais pas parce que j'en verrais pas vraiment l'utilité. Si vous voulez, les gouvernements, les États ont toujours du retard par définition. C'est une inversion de la causalité. C'est-à-dire qu'ils attendent qu'il y ait une attente sociale suffisamment forte pour agir ou pour proposer des lois et des règlements. Et le deuxième, donc c'est pas la peine, puisque je suis chercheur, ce qui m'intéresse, c'est de faire bouger les institutions et les hommes depuis la base, pas du tout depuis le haut. Et puis deuxièmement, effectivement, la résolution, quoi que je dise, ça se terminerait par des lois et des règlements que l'on impose, que personne ne lit ou que tout le monde détourne. Et donc de toute façon, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. C'est pas comme ça, mais depuis longtemps. C'est-à-dire les normes qui peuvent être édictées, elles ont le mérite d'exister. On peut s'y référer en cas de problème, mais c'est pas de là que vient le mouvement social. Donc si je devais faire quelque chose en septembre 2023, je ferais exactement la même chose que j'ai toujours fait, c'est-à-dire de la recherche, faire travailler ensemble des collègues de toutes disciplines, faire des livres, des conférences et puis avancer ensemble vers la connaissance et mieux comprendre ce que sont ces sciences de l'intégrité
pour proposer des compétences, pour proposer des écoles d'été, pour proposer des articles, des modes de compréhension et d'appréhension de la réalité qui est la nôtre, qui est effectivement, finalement, c'est la connaissance. Merci.